Sans plus tarder, je donne la parole à notre collègue Daniel Petrache. Je ne sais pas comment est-ce qu'on prononce votre nom. Petrache, de l'Université de Bucarest. Donc nous traversons les Carpates, comme l'a indiqué Ludovic sur le projet, sur le programme plus exactement. Et puis nous écoutons vos réactions à ce projet de codification. Merci beaucoup. Permets-moi tout d'abord d'exprimer ma profonde reconnaissance pour l'invitation à participer à cette conférence. C'est un privilège et un honneur de me trouver parmi vous aujourd'hui et je tiens à féliciter chaleureusement l'équipe organisatrice pour l'effort exceptionnel qu'elle a déployé afin de réunir d'éléments théoréticiens de droit international privé et moi, un illustre inconnu. Je suis la preuve vivante, chers étudiants, que si vous travaillerez en 10 années de ce moment-là, vous vous trouverez un pas plus proche vers ce titan de droit que je connais depuis des années en lisant leur ouvrage. J'ai fait une recherche lorsque j'attendais et j'ai cherché, j'ai observé que j'ai cité tous les intervenants dans mon thèse de doctorat. Et il y a 4 années que j'ai défendu ma thèse. Comme je disais, c'est un vrai honneur de me trouver ici et d'être part de la trilogie de ces événements. Mon film favori, Le Seigneur des Anneaux, The Lord of the Rings, a gagné beaucoup des prix pour le fin de la trilogie. Donc, on peut présumer que le niveau de cet événement va au moins égaliser les premières 2 parties. Je tiens à saluer particulièrement, excusez-moi, la langue française est une barrière pour moi. Je mise sur votre patience avec moi. Je tiens à saluer particulièrement les efforts de rédiger un projet de droit international, de code de droit international privé et l'engagement de communauté académique de la France dans l'adoption de ces règlements servira de référence pas seulement pour ce pays, mais plutôt pour l'entière Europe et pour le monde entier. Donc, permettez-moi de souligner que bien que mes connaissances soient limitées, je suis ici avec un profond désir d'apprendre et de contribuer autant que possible et d'apporter ma modeste expertise à lancer quelques thèmes de débat qui, j'espère, pourront nourrir une réflexion fructueuse sur le projet du Code de droit international privé. Donc, permettez-moi de vous expliquer en 2 minutes le cadre juridique en Roumanie. Nous avons 2 pièces de législation jeunes. Le Code civil, qui a été adopté en 2011, contient dans la livre numéro 7 des normes relatives au conflit de loi. Et de l'autre part, on a adopté en 2013 un nouveau code de procédure civile qui, dans le livre numéro 7 aussi, contient des règles sur la compétence internationale, sur la loi applicable au procès civil, sur la reconnaissance et exécution des jugements étrangers et sur l'arbitrage international. Donc, on a notre code qui est divisé en 2 parts. Les conflits de loi se trouvent dans le code civil. Le reste des aspects de droit international privé sont rédigés par le code de procédure civile. Je vais suivre la structure à la française et je vais vous parler dans une structure que j'espère qu'il y a 2 parties de ce parti. En commençant avec les notions classiques qui ont été peut-être déjà abordées par les intervenants qui ont déjà été ici. Et puis, dans la deuxième partie, je vais mettre en débat des notions que je considère être actuelles, comme la loi applicable aux cryptoactifs ou la loi applicable à la diffamation causée en ligne. Mais
Tout d'abord, je commence avec les notions classiques, avec le renvoi, qui suscite des vifs débats de je vois. Et je ne veux pas répéter ce que les autres intervenants ont souligné. Je veux seulement présenter la loi roumaine sur le renvoi qui permet le renvoi de premier degré et interdit le renvoi de deuxième degré. La solution du législateur roumain sur le renvoi de deuxième degré n'est pas trop inspirée, je pense, parce que si la loi étrangère, si la norme de conflit étrangère envoie un système de droit étranger, la solution est d'appliquer la loi roumaine. Donc, on laisse sans effet la solution de la règle du conflit roumain et on applique les normes matérielles roumaines. Et serait mieux, plus inspiré, d'appliquer les normes matérielles de la loi auquel la norme de conflit roumaine a envoyé. Mais les explications des auteurs du code ont été que le but était de réduire les débats sur la loi applicable et d'avancer avec la loi, avec la solution sur le fond du rapport juridique. J'ai deux observations, deux remarques sur la loi, sur l'article 8 de la loi du Code du droit international privé. J'ai le sentiment que ce règlement ouvre la porte pour le défendeur de mettre en œuvre des manœuvres dilatoires, des stratégies opportunistes. Comment ça pourrait se passer? Le défendeur peut décider s'il invoque ou non le renvoi. Donc, il va faire un coup d'opportunité pour identifier si lui sert mieux de rester dans le champ d'application de la loi française ou d'aller vers une loi étrangère que va être appliqué seulement s'il invoque le renvoi, parce que le renvoi de deuxième degré n'est pas interdit. Si je me trompe, je vous en prie de me corriger. Aussi, une deuxième observation est que le renvoi est possible même que les parties ont choisi la loi étrangère applicable. Aussi, si je me trompe, je vous en prie de me corriger, mais je ne vu pas une mention disant que l'achat de la loi étrangère exclut le renvoi. Donc, même si les parties ont choisi la loi, il a donc la possibilité de faire ce coup d'opportunité et d'influencer la loi applicable sur le fond par invoquant ou n'invoquant pas le renvoi. Puis, sur la preuve du contenu, l'article 14, le fameux article 14, j'ai vu qu'il a suscité plein de débats, qui doit être corrélé avec l'article 130, qui vise la situation de l'application de la loi étrangère pendant un litige. La loi roumaine dit que si on se trouve devant le juge, la partie qui invoque une loi étrangère peut être obligée d'en prouver le contenu. La loi française, d'autre part, dit que c'est la partie qui invoque la loi étrangère qui a tout seul l'obligation de la preuve. Et on voit ici une différence de régime. La loi roumaine oblige aussi le juge à être impliqué dans le processus d'identifier la loi applicable. La loi française dérobe le juge de cet effort. Et il semble que c'est trop dur pour les partis, ce régime. Mais en réalité, je vois un autre port d'opportunité pour le requérant. Je vais vous expliquer dans un instant, mais peut-être on peut faire la même discussion sur l'article 10. Je vois dans cet article 10 et dans l'article 130 le risque de fraude à la loi. Comme j'ai entendu l'article,
il incombe aux partis de faire le preuve de contenu de loi étrangère. Si ils ne font pas ces efforts, il y a une sanction, une suppression de la loi étrangère comme sanction, et on applique la loi française. Qu'est-ce qui peut se passer? Je veux vous donner cet exemple de législations différentes en Roumanie et en France en ce qui concerne le mariage entre les personnes de même sexe. Donc, en Roumanie, la culture, la pression sociale est d'interdire toute forme de mariage entre personnes de même sexe. On a eu un référendum il y a 5 années et 93% du votants ont voté pour interdire les mariages homosexuels dans la Constitution. Donc c'est ça la vision de la majorité de Roumains. Et donc l'article du Code civil ne fait que consacrer cette vision en interdisant le mariage homosexuel. De l'autre part, la vision française est plutôt ouverte ce type des unions civiles. Et il permet de conclure le mariage lorsque, pour au moins l'une d'entre elles, soit la loi nationale, soit le droit de l'État sur le territoire de lequel elle a son domicile ou sa résidence le permet. Donc, on peut se trouver dans la situation où une personne de Roumanie veut se marier avec une personne de même sexe de notre pays. Ce qu'ils peuvent faire est d'aller devant l'officier d'État civil français et sur les conditions de fond du mariage, la loi qui s'applique, si je ne me trompe pas, c'est la loi de citoyenneté de chaque potentiel époux. Et on a aussi un autre texte que je n'ai pas mis. Une condition du fond du mariage en Roumanie, c'est de se marier avec une personne d'un autre sexe. Et donc, on a un corollaire pour l'article que j'ai mis sur la présentation. Ce qui se peut se passer est que l'époux roumain ne fait pas la preuve du loi roumaine qui lui interdit de se marier en France. Et on va puis se trouver comme juge roumain, comme officier d'état civil roumain, dans la position de reconnaître ce mariage qui a été conclu valablement en France. Et cette année, la Cour européenne des droits de l'homme a sanctionné la Roumanie pour ne pas protéger les unions entre des personnes de même sexe. Mais à cause de la pression de la société, les politiciens évitent de faire des modifications au Code civil. Et l'année prochaine, c'est une année des élections, donc il y a 2 années au moins qu'on va rester avec cette sanction sans aucune modification. En bref mention sur la suppression du droit étranger pour l'impossibilité d'en établir le contenu, mon collègue a souligné que dans le droit italien, on a une solution différente. Je vais souligner que dans le droit roumain, on a la mention qu'il faut tout le temps être attentif à respecter le droit en procès équitable et par solutionner le litige dans un délai raisonnable. Et c'est pour cela qu'on a mentionné dans notre code que s'il est impossible d'identifier la loi dans un délai raisonnable, donc on applique la loi romaine. Et ma suggestion est d'avoir la même mention dans le code de droit international privé français. Une mention qu'il me plaît beaucoup parce que ma thèse a concerné l'ordre public de droit international privé est que le Code de droit international privé ne fait pas référence aux principes de droit mais aux valeurs essentielles parce que ce sont les valeurs qui on protège par cette institution et les principes sont faits des vêtements juridiques de valeurs, mais il faut tout le temps se concentrer sur les valeurs. On le trouve dans un paradigme axiologique, pas dans un paradigme normatif, lorsque on décide si on applique ou non l'institution de l'ordre public de droit international privé. L'article 12 du Code de droit international privé fait référence à la proximité, cette notion qui est empruntée du droit germain, si j'ai bien entendu en lisant la doctrine.
Mais on a aussi emprunté la proximité comme critère pour décider si on applique ou non l'ordre public de droit international privé, mais seulement dans le Code de procédure civile qui a été adopté 2 années plus tard que le Code civil. Et notre source d'inspiration a été le Code de droit international privé belge. Et on a 2 critères pour décider si on applique ou non l'ordre public de droit international privé. C'est le rattachement de la cause à l'ordre juridique roumain, la proximité d'une part, et de la gravité de l'effet produit par la décision étrangère. Donc c'est une thèse de proportionnalité que le jugement doit faire chaque fois qu'ils analysent s'ils vont appliquer ou non l'institution de l'ordre public international. Maintenant, je vais aller trop vite dans la deuxième partie de ma présentation et je vais ouvrir la discussion sur quelques points d'actualité et je commence avec la réalité des cryptoactifs. On parle toujours du monde crypto, on achète des bitcoins, des Ethereum ou d'autres crypto-monnaies, peut-être pour obtenir un bénéfice financier, peut-être on est des mineurs qui soutiennent la fonctionnement du réseau. Donc, il faut voir qu'on a cette opportunité, je pense, en rédigeant un code en 2020, d'aussi rédacter un article dédié à la loi applicable aux cryptoactifs. Parce que le critère classique de l'ex-rei situs ne fonctionne pas. Permettez-moi de vous expliquer brièvement pourquoi elle ne fonctionne pas. La technologie des registres distribués, le DLT, est immatérielle et décentralisée. On a les registres distribués au niveau du réseau. Il y a des nodes parmi tout le monde entier. Il est impossible de localiser la réseau. Et dans ce réseau, on a des biens. Vous disiez, mon bitcoin a gagné 10% parce que vous vous sentez propriétaire de ce bitcoin. Et la question qui se pose est, quelle est la loi applicable que vous dise que vous êtes propriétaire de ce bien? Et la règle de l'ex-rei situs ne fonctionne pas, seulement pour le cas où on parle de tokenized assets, des biens de la monde réelle qui sont représentés dans un cryptoactif sur la DLT. Mais mettant de côté cette exception, en fait, c'est difficile d'avoir des biens de tokenized assets. Généralement, on a les biens seulement sur la réseau, seulement sur la plateforme. Et donc, il faut identifier la loi qui décide si on est ou non propriétaire, qui protège nos droits sur ce bien. Et il y a des autres critères qui ne fonctionnent pas, comme le lieu de constitution de la société qui émet les actions. On a ce critère aussi en Roumanie, aussi en France. Ce critère ne fonctionne pas parce qu'on n'a pas une société. C'est le réseau, c'est la communauté qui génère la plus-valeur, les biens qui sont puis mis en circulation. Aussi, on n'a pas un registre des actions. On n'a pas, c'est seulement aussi la nature décentralisée et transnationale du node du réseau qui empêche avoir un tel registre. Et on n'a pas une solution dans la loi roumaine. On a adopté la loi il y a 10 années, donc dans une période où les cryptoactifs étaient au début. Mais on peut regarder la solution que l'instance d'anglais a donnée dans un cas où elle a choisi d'appliquer l'ex situs, d'appliquer la loi où le propriétaire réside ou est domicilié. Et peut-être on pourra avoir un texte
qui mentionne expressément cette solution comme règle exceptionnelle pour les actifs incorporels qui se trouvent seulement au milieu, dans un environnement en ligne. Puis, je me seulement 3 minutes, donc il faut faire des choix, parce que j'ai plein des idées, mais le temps n'est pas de ma part. 4 minutes. Merci beaucoup. Donc, je vais sauter sur la loi applicable à la diffamation en ligne et je vais parler un peu des intérêts qui portent sur le jugement étranger. On a un jugement étranger et un intérêt, un accessoire de la somme d'argent qui est mentionné dans le jugement étranger. Et il y a des problèmes pratiques et on a la tendance d'ignorer ce détail. On se concentre sur le principal et pas sur l'accessoire. L'article du Code du droit international privé français dit qu'on applique la loi du droit de l'état de l'origine pour déterminer l'intérêt applicable au jugement étranger. La régulation roumaine est plus bouleversante, selon moi. Il ne fait pas aucune mention à cet aspect. Il dit seulement que si le jugement étranger est donné dans une monnaie étrangère, on fait la conversion dans la monnaie roumaine et les intérêts produits jusqu'à la conversion sont calculés par référence à la loi de la juridiction qui a rendu cette décision. Donc, dans les deux cas, on applique la loi la lex fori de l'état d'origine. Et c'est seulement un thème de débat. S'il ne serait plutôt plus inspiré d'appliquer la loi qui a gouverné le fond du rapport juridique litigieux, la lex cause, pour aussi calculer les intérêts, parce que les dommages-intérêts sont un accessoire d'un droit principal, et je considère qu'une solution plus inspirée serait d'appliquer la loi qui régit le droit subjectif principal, la même solution qu'on a expressément en ce qui concerne la prescription. L'article du Code civil roumain et l'article 141 du Code du droit international privé français font référence à la loi qui régit le droit litigieux pour déterminer le délai de prescription. Et la dernière idée, je vais finir, est quelle loi on applique pour déterminer le délai de prescription d'exécution forcée. On a la solution du Code de droit international privé français qui dit que le délai de prescription est calculé par référence à la loi de l'état du juge qui l'a rendu. Aussi, la lex fori de l'état d'origine. Et la loi roumaine est aussi bouleversante sur cet aspect. Il n'a pas aucune mention. On avait dans la législation antérieure, on mentionne que le droit de demander l'exécution forcée ne pas être prescrit selon la loi roumaine. Donc, on considère que la prescription d'exécution forcée, c'est une sanction imposée par la loi de l'exécution, par l'ex loci executionis. Le vue français est que la prescription est un effet du jugement étranger, un effet qui sanctionne en fait les effets du jugement étranger, et donc il faut appliquer la loi de l'état d'origine. Et je ne suis pas dans la position de dire quelle solution est la meilleure, mais je lance pour débat ces questions, pour donner votre avis, s'il est meilleur de choisir la lex loci executionis ou l'ex fori de l'état de l'origine, ou
on a aussi cette opinion dans la doctrine roumaine, la loi qui régit le fond du rapport juridique s'applique aussi pour le droit de l'exécution forcée. Merci beaucoup pour votre attention. Encore une fois, j'étais honoré de vous adresser et j'attends vos questions. Merci beaucoup pour vos 2 contributions qui se sont répondues partiellement, d'ailleurs, notamment sur la question du fameux article 14, qui pour nous est quand même une progression, je trouve, hein, dans la place accordée au droit étranger. Ça me semble très, très important. Alors, vous nous avez dit que nous allions un peu trop vite à la lex fori dans le dernier alinéa, lorsque finalement nous considérons que c'est impossible d'établir le droit étranger, notamment avec le concours des parties, puisqu'il est expressément énoncé. Et vous nous dites, oui, mais il ne faut pas trop prendre de temps, parce qu'il y a le délai raisonnable. Donc, on voit bien que c'est sans doute une des considérations qui a présidé à l'adoption, à la rédaction de cet article 14. Mais les débats sont ouverts. Vous avez la parole. Qui souhaite prendre la parole? Et peut-être d'abord vous donner la parole pour une ou 2 questions que vous vouliez formuler, puisque vous n'avez pas usé de tout votre temps de parole. Vous êtes prioritaire dans le débat. Merci. J'ai un problème d'analyse de ce texte. D'une part, je vois une attention toute particulière aux exigences de l'accès à la justice, le raisonnable dans l'exercice de la compétence. Et l'article 21, par exemple, me semble très intéressant, mais aussi l'article 18 sur le fort de nécessité. Et j'ai du mal à concilier cette sensibilité avec l'usage restreint, je le reconnais, du rattachement à la nationalité. J'ai ce souci car il me semble que les développements déjà réalisés ou en cours du côté des droits de l'homme nous indiquent une infiltration de plus en plus importante des considérations de droits fondamentaux dans tout le domaine du droit privé, y compris, par exemple, le droit des biens, de sorte que l'usage tempéré, mitigé du critère de la nationalité risque d'aller à l'encontre de cette exigence, car la nationalité comme critère qui permettrait de distinguer entre situations qui méritent d'être écoutées par les tribunaux du fort ou qui ne le méritent pas, me semble problématique justement au vu de cette considération. Donc, j'aimerais avoir des éclaircissements sur ça. Et une autre question, si je peux, concerne la flexibilité. C'est un peu lié à la question que je viens de poser. Et moi aussi, comme Patrick le notait, moi aussi j'ai été frappé par le manque d'une clause générale d'exception, alors que d'autres règles du projet de code font preuve d'une flexibilité importante. Et je dirais même que la flexibilité qui est montrée du côté de la compétence me semble pratiquement, dans ses implications concrètes, beaucoup plus important que la flexibilité qu'une clause d'exception donnerait. Donc, une fois franchi le pas de la flexibilité du côté de la compétence, j'aurais pensé qu'il aurait été facile de donner de la flexibilité aussi. Et là aussi, c'est une question qui a été déjà abordée, c'est pour ça que je n'ai pas examiné d'une façon détaillée. S'agissant des règles des dispositions internationalement impératives des lois de police étrangères, ce n'est que l'application qui est envisagée, alors que pour des raisons, là encore, de flexibilité, donner la possibilité d'une prise en considération me semblerait très facile et finalement assez innocent. Donc là aussi, j'ai un problème de comprendre comment le texte montre une grande flexibilité d'un côté et se montre rigide d'un autre, alors que les questions me semblent liées. Mais je vois qu'il y a des raisons et c'est pour ça que je demande. Le professeur Nourissa va immédiatement répondre à ces questions. Alors, il y a 3 questions qui sont posées.
Je vais peut-être pas les prendre dans l'ordre. Absence d'une clause d'exception générale. C'est une question qui évidemment a été extrêmement débattue, ne serait-ce qu'en considération, pour se mettre dans la thématique de la journée, de ce qui peut exister ailleurs, que ce soit dans, par exemple, les instruments européens, ou que ce soit même dans certains droits étrangers. Alors, il y a des raisons très objectives, il y a des éléments plus subjectifs. Alors, je ne sais pas si je peux beaucoup parler des éléments subjectifs, mais un des éléments subjectifs, c'est moi-même. Je déteste les clauses d'exception. Donc, c'est un argument d'autorité, c'est un argument qui ne vaut rien du tout. Mais j'aime pas les clauses d'exception, mais pour une raison très simple, c'est qu'en réalité, lorsqu'elles existent, elles sont malmenées par la pratique. Ça a été rappelé par Patrick en Belgique, c'est-à-dire que la clause d'exception devient quasiment un principe et que, par exemple, on a une jurisprudence extrêmement abondante, nous, de la Cour de cassation, qui vient rappeler au juge du fond qu'attention, la clause d'exception est une clause d'exception, qu'elle suppose tout un processus avant de pouvoir jouer. Donc, il y avait cet élément-là. Et le seul intérêt qu'elle peut avoir, c'était une technique de sauvetage de certains arrêts de juges du fond. On va dire, mais oui, en réalité, il y avait une clause d'exception. En tout cas, on doit comprendre la clause d'exception. Donc, finalement, c'était une grande source d'incertitude. Et la dimension pratique, les auditions qu'on a pu faire de praticiens étaient quand même assez réservées sur les clauses d'exception. La deuxième raison, c'est qu'à l'inverse, on a pleinement donné effet à quelque chose qui peut ressembler dans ses effets à la clause d'exception, c'est l'accord procédural. Et qu'il a été préféré, par exemple, alors qu'il y avait débat, d'admettre l'accord procédural implicite sous une seule réserve, qui est la réserve liée à la situation du divorce, mais parce que là, il y a un instrument européen qui le dit. Mais il ne vous aura pas échappé que contra legem, puisque je rappelle que le code de procédure civile suppose que l'accord procédural soit explicite, nous avons maintenu la logique d'un accord procédural, globalement sur le droit français, qui soit y compris implicite. Donc je pense que l'accord procédural peut aboutir aux effets de la clause d'exception et avec un intérêt. C'est que là, il est le fruit de l'accord, ce qui n'est pas le cas nécessairement de la mise en œuvre de la clause d'exception. Donc c'est un petit peu la raison pour laquelle, et là je crois qu'on a un outil de souplesse. Sur ce que certains appelleront le privilège de juridiction fondé sur la nationalité. Un, les conditions de sa mise en œuvre sont quand même extrêmement restreintes. Et deux éléments, c'est clairement dit dans le rapport explicatif, il y a une prise en considération de situations concrètes et pratiques, j'allais dire quasi quotidiennes, qui est la situation, alors peut-être moins des personnes physiques que des personnes morales. À La Haye, certains se sont interrogés sur la création d'une sorte de DIP des affaires des PME-PMI. C'est un des éléments de réponse à cela. C'est de se dire que ma TPE villeurbannaise qui a passé un contrat avec une société coréenne, il est peut-être de bonne justice matérielle que celle-ci puisse, en toute hypothèse, aller devant le juge français, se placer d'une certaine manière sous la protection de son juge national. C'est cette considération, qui est une considération, je répète, purement matérielle, qui explique l'existence de la disposition. Ce d'autant que si on articule l'ensemble, partie spéciale, partie générale, on voit bien que le jeu ne sera qu'un jeu parfaitement exceptionnel, parfaitement restreint. Enfin, sur les lois de police étrangère, j'allais dire, par rapport à ton observation, qui peut le plus, peut le moins. C'est-à-dire que la question de l'application étant envisagée, a fortiori, si on considère, en tout cas, ça a été une thèse soutenue à Toulouse il y a quelques années, que la prise en considération n'étant qu'un aspect minime de la mise en œuvre, bien sûr, ceci peut se limiter à une simple prise en considération. Mais c'est vrai que là aussi, les acquis jurisprudentiels, au moins 2 reprises, ont amené la Cour de cassation à faire droit à cette application de la loi de police étrangère. Et sur l'article 14, la possibilité d'un rattachement ou de tenir compte d'un rattachement ultérieur
avant d'appliquer la loi du fort. Ah, pardon. Oui, oui. Oui. Alors là, on a pour le coup suivi ce qui est la. Pardon. Oui, oui. On a suivi ce qui est l'état de la jurisprudence française. C'est vraiment la solution. Après, là aussi, ça va être très subjectif. Donc, je sais pas si on est diffusé, mais il ne vous aura pas échappé, si vous avez regardé les uns et les autres la composition du groupe de travail, que le corps de la magistrature était très représenté, peut-être certains diront surreprésenté. Et il y a eu une préoccupation très régulière de ne pas surcharger de travail le juge. Et comme, par ailleurs, l'office du juge a été, pour le coup, modifié, que les hypothèses où le juge d'office va mettre en œuvre la règle de conflit et potentiellement déboucher sur l'application de la loi étrangère est censé devoir se multiplier, bah, peut-être que ce qu'on a pris d'un côté, on l'a tempéré de l'autre, en disant, bah, face à l'absence de capacité à établir le contenu de la loi étrangère, vocation subsidiaire de la loi du fort. Alors, sachant que on peut quand même, parce que l'article 14 est complet, je ne vais pas faire la publicité du petit ouvrage, mais il est très bien fait. Les nouveautés sur l'établissement, les conditions d'établissement de la loi étrangère, la possibilité d'un débat, une disposition qui est apparue essentielle pour le coup aux praticiens judiciaires qui ont accompagné l'élaboration de ce projet de code, font que tout de même, à mon sens, les hypothèses où la vocation subsidiaire de la loi du fort pourrait être appelée à jouer sont des hypothèses très limitées. Le seul cas où elles peuvent vraiment jouer, c'est cette règle de conflit, ou cet office, pardon, des règles d'office très particulière, qui n'a d'ailleurs pas du tout soulevé d'observation de la part des 60 commentateurs officiels dans le cadre de la consultation publique. C'est la consécration d'un office de l'officier d'état civil. Oui. Et vous n'aurez pas observé que ce qu'on demande à l'officier d'état civil n'est pas du tout ce qu'on demande au juge. Et là, effectivement, dans le cas de l'officier d'état civil, la vocation subsidiaire, à mon sens, est largement susceptible de produire son effet. Mais si je peux juste ajouter un mot. Ma question vient de ce souci d'effectivité, de fait utile. Et c'est un souci qui me semble pris en compte par le projet lui-même, là où, article 9, alinéa 1er, il est dit l'application du droit internationalement désigné est impérative pour le juge. Ce que je comprends, c'est que cette impérativité demande de faire tout ce qui est dans l'esprit de la loi qui désigne, de la règle de conflit qui désigne internationalement la loi applicable, y compris appliquer la loi désignée par ce texte si, par hasard, la loi désignée en premier n'est pas applicable. Et cela vaut pas seulement pour un problème de connaissance du droit étranger, mais éventuellement, c'est le cas dans la loi italienne en cas d'éviction de la loi désignée pour des raisons d'ordre public. Oui, tout à fait. Et sur l'ordre public, c'était quoi la question sur l'ordre public? Non, je ne l'ai pas encore fait. Ah oui, tu ne l'as pas formulé. Oui. J'en profite. Je ne savais pas que j'allais passer à la question. Voilà. C'est juste une curiosité. Donc, l'ordre public, je vois une référence aux valeurs françaises et européennes. C'est tout? Comment ça, c'est tout? Il me semble qu'il y a des conventions internationales qui énoncent des valeurs. Si je vois français et européen, mon premier réflexe, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Ah oui, d'accord. Alors, l'argument qu'on peut donner en la matière, c'est que quand on dit français, on dit naturellement qu'il est constitué par le droit français. Pour la même raison, on dit européen aussi. Oui, mais attention, dans européen, il n'y a pas que l'Union européenne. Non, mais attention. Mais la France est à la fois un État membre de l'Union et un État contractant de la Convention européenne des droits de l'homme. Donc, il suffisait, si je prends à la lettre ta réponse, il suffisait d'indiquer les valeurs françaises. Oui. Alors là, on touche à la dimension pédagogique. Okay. On touche clairement à la dimension pédagogique, puisqu'on retrouve cette référence dans une disposition très spéciale
qui vise à mettre à l'écart le fameux droit de prélèvement de l'article 913.3 actuel du Code civil, où là aussi on a réinsisté en utilisant la référence expresse aux valeurs européennes. Alors il y a une raison très technique, c'est que ça permet d'instaurer cette disposition d'un futur code de DIP dans l'hypothèse de la disposition relative à l'ordre public qui est prévue par le règlement succession, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de l'article 913.3 et qui pose un problème de conventionnalité de cet article 913.3. Et puis derrière, il y a cette idée aussi que clairement ces valeurs, je reprends la formule, ces valeurs européennes, ces principes européens sont de l'ordre public. Alors, j'allais dire pour les spécialistes de DIP que vous êtes tous, que nous sommes peut-être tous, c'est une évidence absolue. Oui. Discussion qu'on a pu avoir avec, puisqu'on a aussi entendu des juridictions entre guillemets de base, c'est pas péjoratif, hein, oui. Des juridictions de base, c'est loin d'être une évidence pour tous les praticiens. Alors, bien sûr, c'est redondant. Je suis tout à fait d'accord que c'est redondant, mais là, c'est clairement une vocation pédagogique, d'affichage, d'ancrage de ces valeurs. Alors peut-être que la formulation mériterait là aussi d'être améliorée, mais il y a d'ailleurs eu des suggestions en ce sens. Merci. Des questions de la part du public ou des remarques, des apports? Si je peux peut-être m'auto-distribuer le micro. Oui, donnez-vous la parole à vous. Est-ce que le micro fonctionne? Ok, c'est bon. Parlez un petit peu plus, oui. Plus près peut-être. Oui, simplement, il me semble que parmi les critiques qui sont formulées à l'encontre du projet et puis de ses réflexions sur la méthodologie également, il y a ce risque de figer des règles qui ont vocation à être rapidement obsolètes et puis la question de l'adaptabilité du code dans le temps. Et alors, je vous entendais dire que le droit italien existe depuis les années 90. Vous évoquiez à un moment la paresse du législateur italien dans sa capacité à le renouveler. Et je me demandais quelle était votre expérience sur cette capacité des codes de droit interne de DIP à s'adapter aux évolutions dans le temps et si vous aviez des perspectives vis-à-vis de ces craintes qui existent dans le cadre de notre projet français. Or, le législateur italien est très paresseux, comme je l'ai dit. Les juristes italiens ne le sont pas, et donc il y a des solutions créatives, innovantes, visant à combler les lacunes qui se sont manifestées par la suite. Le problème en Italie, c'est plutôt qu'il y a un décalage entre ce que dit la doctrine, d'une part, et ce que font les tribunaux. Et donc, tout ce travail d'adaptation au lieu, en place du législateur, est un travail qui a été mené par les universitaires, mais qui peine à se manifester dans la jurisprudence. Et c'est pour ça que, oui, les textes vieillissent et c'est dommage que le législateur a pu être paresseux. Le législateur italien est intervenu ici et là, mais il y a des questions qui restent irrésolues, alors que il suffirait de faire le travail de toilettage normal, périodique que tout texte exige. Il est vrai que les codes sont par leur nature des textes qui se prêtent à une évolution parce qu'on associe à l'idée de code l'idée de système, principe. Donc il y a une autoproduction de normes qui est typique de toute construction qui mérite l'appellation de code, mais dans un contexte très technique, très fin comme celui du droit international privé, le rôle du législateur, un législateur actif, attentif, reste central. Et les difficultés pratiques que les justiciables italiens rencontrent dans la pratique montrent qu'un législateur actif est absolument essentiel. Oui.
professeur Sabine Corneloup va prendre la parole. Oui, j'aurais une question pour Pietro Franzina qui concerne ce que tu as dit au début. Tu avais évoqué parmi les différents avantages d'un code, notamment des avantages de type économique, et tu es passé très vite. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer ce que tu entends par Oui, là? c'est ce que j'ai lu en fait en lisant cette référence à l'attractivité du code, qui m'a un peu étonné, je dirais. C'est quelque chose que... Alors, je comprends très bien que ce projet est né d'une initiative politique, n'est pas en soi, à l'origine, si je comprends bien, une initiative purement universitaire, académique. Et pourtant, ça m'a un peu frappé. Je sais très bien que dans plusieurs contextes, ce souci d'attractivité se présente, donc ça devient... Mais bon, j'ai tout simplement dit ça pour dire que j'ai noté cet élément-là. Je ne sais pas exactement, je n'ai pas vraiment trouvé dans le code, dans le projet, des solutions qui se caractériseraient justement par leur attractivité. Je comprends que la lisibilité d'un code, sa clarté contribue à l'attractivité. Mais alors c'est une qualité seconde, ce n'est pas la qualité recherchée, c'est une implication ultérieure d'une qualité autre. Et donc je ne sais pas exactement, mais là aussi Cyril peut être indiqué. Je vais donner un seul exemple que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est le basculement du siège réel au siège statutaire. Il est aujourd'hui manifeste que ce qui, pour partie, je dis bien pas exclusivement, mais ce qui pour partie amène à des réflexions et à des choix en matière d'implantation des personnes morales est le souci de ces opérateurs d'une permanence du rattachement. Et en faisant le choix du siège statutaire, on assure cette permanence du rattachement. Le problème actuel du siège réel, c'est que je peux penser avoir implanté, je vais faire référence à une affaire que certains d'entre vous connaissent, avoir implanté mon siège à Malte pour y dispenser des services en ligne, et qu'un beau jour, le tribunal de commerce de Paris vient de dire « mais pas du tout, mon brave monsieur, siège réel, la France, votre société n'a jamais été enregistrée, donc elle est inexistante, etc. etc. » Donc là, on a un exemple d'une règle qui est clairement dictée par une considération de nature économique, parce qu'elle répond à une attente de l'opérateur qui est la permanence. Pour le reste, on pourrait trouver peut-être... il y a d'autres dispositions. J'en donne un exemple qui va paraître peut-être surprenant, qui tient au droit de la famille et qui tient par exemple à la règle matérielle qui est édictée dans le titre 3 et qui est relative au traitement des accords que les époux peuvent, sur la base notamment du protocole de La Haye, opérer pour leurs relations financières. Aujourd'hui, lorsque vous discutez avec les avocats français spécialistes du droit international de la famille, il est parfois choisi d'ignorer le juge français, alors que celui-ci serait internationalement compétent, pour aller, alors pendant longtemps, devant le juge anglais, mais aussi pour aller, par exemple, devant le juge allemand ou dans d'autres forts, parce que, procéduralement, on ne peut pas traiter de manière unique ces questions-là, en raison tout simplement de la structuration du procès civil de la famille en France. Donc là aussi, ce sont ces considérations-là qui entrent. C'est en cela que le dispositif est attractif. C'est pour ça que moi-même, je n'ai pas utilisé la question de l'attractivité, l'expression d'attractivité, parce que d'abord, est-ce que la règle de droit est vraiment un élément de l'attractivité? Ça peut se discuter de manière très poussée. Et puis, mais en revanche, la dimension d'effet modèle, oui, je le disais tout à l'heure, le point de départ de cette initiative, ce sont un certain nombre de négociateurs
pour le compte de la direction des affaires civiles et du Sceau, qui, lorsqu'ils étaient, et pour les avoir accompagnés, je l'ai vérifié, à La Haye ou à Bruxelles, peinaient à expliquer les solutions du droit français parce qu'elles étaient purement jurisprudentielles. C'est l'effet modèle de la codification. Et je vous renvoie à un article absolument majeur de Philippe Fouchard, alors qui datait de 1980 à propos de la première codification du droit français de l'arbitrage, et qui montrait comment il fallait comprendre qu'un code, c'est pas pour ces nationaux. Un code, c'est pour les extérieurs. C'est tous ces éléments-là, alors qu'on dit globalement être de l'attractivité, mais qui sont absolument essentiels. C'est ce qui a fait une des réussites de la LDIP suisse, au-delà de la qualité de certaines de ces solutions, et qui fait que Genève, que ce soit pour l'arbitrage, mais pas que pour l'arbitrage, par exemple, est un siège de relations internationales extrêmement utile. L'heure tourne et notre pause méridienne se réduit comme peau de chagrin. Donc je propose que nous arrêtions maintenant ces débats qui continueront cet après-midi, bien sûr, avec d'autres intervenants. Merci à tous et à tout à l'heure, 14h, c'est ça ?